8h40, vous êtes sur I24, merci de nous être fidèles. On va prendre la direction d'Herzliya, c'est Maxime Pérez qui nous y emmène, mais pas à la plage, non, par ce temps assez houleux. On va se rendre à la conférence de l'université d'IDC Herzliya. Le gratin des experts en sécurité s'y réunit en ce moment même. En gros, Maxime, c'est the place to be pour les officiels israéliens. Pourquoi ? Alors d'abord, c'est la conférence de l'INSS. Ça arrive, il y a beaucoup d'événements prestigieux comme celui-ci. C'est un événement qui s'est imposé au fil des années comme un rendez-vous incontournable, tout simplement parce qu'il s'agit des assises, en quelque sorte, de la sécurité israélienne, qui rassemble à peu près tout le gratin de l'état-major de l'armée israélienne, des hommes politiques, des figures militaires reconnues, comme hier, par exemple, l'ancien général américain David Petrus, qui était également le chef de la CIA. Alors, on vient y faire des déclarations, on vient exposer un petit peu son analyse sur la situation régionale et évidemment sur le positionnement d'Israël, notamment à ses frontières. Et alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première journée d'hier ? Qu'est-ce qui s'y est dit ? Alors, il y a eu plusieurs temps forts, notamment ce discours assez long, 30 minutes, du chef d'état-major de Tsahal, Gabi Ashkenazi. On n'est pas habitué à entendre souvent et voir publiquement le chef d'état-major de l'armée israélienne. Alors, il est revenu beaucoup, évidemment, sur les menaces régionales. C'était un petit peu le thème de la journée et la façon dont Tsahal s'y prépare. On est dans un Moyen-Orient agité. Israël est dans l'œil du cyclone. Je vous propose d'écouter ce qu'il déclare à propos de l'accord sur le nucléaire iranien qui est entré en vigueur avant-hier. Il est clair que l'accord sur le nucléaire entre l'Iran et les Occidentaux marque un tournant stratégique. Il témoigne d'un changement de cap significatif de l'Iran et nous contraint à réévaluer notre approche. Cet accord comporte beaucoup de risques, mais également des opportunités. Alors évidemment, il a été beaucoup question de l'Iran, il a été question de la menace posée par le Hamas, par le Hezbollah évidemment à la frontière nord, mais aussi l'État islamique et pas forcément aux frontières d'Israël. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense le président de l'État, Reuven Rivlin, qui pose réellement un problème sur cette implantation au sein de la société israélienne. Daesh est déjà parmi nous et ce n'est plus un secret. Je ne parle pas des frontières de l'État d'Israël, mais de ce qui se passe à l'intérieur. Des études, des témoignages et des analyses plus ou moins rendues publiques, en partie d'ailleurs réalisées par l'INSS, attestent d'une tendance grandissante des Arabes israéliens à rejoindre les rangs de l'État islamique. Alors voilà pour l'aspect militaire, c'était hier et aujourd'hui on va passer plutôt aux hommes politiques avec des déclarations attendues d'Yitzhak Herzog, le chef de l'opposition, Tzipi Livni. On devrait évidemment s'attendre à des déclarations fortes, des passes d'armes avec le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup Maxime pour ce point. Alors Reuven Rivlin en parlait, vous l'avez entendu, de l'implantation de Daesh dans la bande de Gaza. Rudy Saada, bonjour. Bonjour. Eh bien, nous, on va parler de Daesh dans un autre volet. Cette info étonnante qui mérite des explications. Daesh qui aurait lancé une hotline à l'usage de ses sympathisants sur Internet. Oui, c'est une information qu'on doit à nos confrères d'RTL qui sont procurés une note de la DGSE datant de décembre dernier. Alors on y apprend que 5 jours après les attentats du 13 novembre, les services de renseignement français ont découvert l'existence d'une cellule d'assistance informatique, donc une véritable hotline disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors concrètement, il s'agit d'experts en informatique diplômés des plus grandes universités qui répondent en ligne et en direct aux questions en fait des activistes de Daesh. En clair, c'est une hotline qui est là pour donner Ça veut dire quoi ? J'ai un problème avec ma ceinture d'explosifs. Absolument pas. J'ai un problème. L'idée, c'est de donner des conseils pour être discret soit quand on communique via Internet, via aussi les messageries, ou sinon quand on fait de la propagande en ligne. Être discret, c'est crypter ces messages sur le web via les plateformes type WhatsApp, mais ce n'est pas tout, parce qu'au-delà de cette hotline, Daesh a également un compte Twitter d'assistance appelé Islamic State Technical, qui est une organisation à travers des blogs de sessions de formation à distance. Comme on peut faire de la formation à distance, eh bien, on peut la faire
travers aussi à travers ces blogs de Daesh. Donc c'est tout un système qui vient d'être découvert. Alors on comprend bien cette volonté de discrétion. Pourquoi un tel arsenal ? Tout simplement parce que les services secrets occidentaux se sont vraiment rendus compte, un peu tard, diront certains, qu'Internet c'était l'outil de prédilection des djihadistes, tant sur le terrain de la propagande, on en a beaucoup parlé, que aussi sur le terrain des opérations. On commence à le découvrir. Alors depuis environ 2 ans, la surveillance s'est accrue, la surveillance de nombreux pays se sont dotés d'unités de cybervigilance et qui ont donc pour mission réelle de surveiller Daesh. Donc un groupe anti-Daesh dit d'ailleurs que l'organisation terroriste en a conscience et aurait développé sa propre application de messagerie codée qui marcherait sous Android pour éviter de passer par des applications déjà existantes et donc qui sont facilement décodables en fait par les services secrets. Alors pour finir, cette découverte n'est pas du tout étonnante parce qu'on peut se référer, se souvenir à octobre 2014. Là, à cette époque-là, déjà, le Huffington Post parlait d'un manuel de bonne conduite sur les réseaux sociaux qui avait été mis à disposition des partisans de Daesh en ligne. Voilà, cela révèle ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que quand on parle de Daesh, on ne parle pas de fous de Dieu complètement sans raison ni tactique, mais bien d'une organisation bien pensée et rationalisée. Merci beaucoup, Rudy, pour ces explications. On prend à présent la direction du Burkina Faso où l'enquête se poursuit pour tenter d'éclaircir les conditions dans lesquelles l'attaque de vendredi a pu être perpétrée. Recherche de complicité éventuelle, alors que le groupe AQMI a de son côté diffusé pour la première fois la photo des 3 auteurs de l'attentat. Julia Galancia. On les avait décrits comme très jeunes, ces images le confirment. AQMI a publié la photo de 3 membres du commando, âgés tout au plus de 25 ans. Des jeunes hommes en tenue de camouflage, kalachnikov en main et bonnet noir sur la tête. Mais de nombreux témoignages font état de plus de 3 assaillants. Plusieurs évoquent également la présence de 2 femmes, une thèse écartée par les autorités pour le moment. Le président béninois s'est rendu sur place ce lundi pour témoigner de la solidarité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas le Burkina seul qui a été frappé, c'est toute une sous-région et je pense que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons réagir et riposter. L'armée s'est déployée sur les principaux axes de la capitale. Après le raid meurtrier de vendredi, les mesures de sécurité sont renforcées à Ouagadougou avec une surveillance accrue des hôtels et de plusieurs points stratégiques, notamment au Carrefour. L'assaut djihadiste de vendredi a fait 29 morts. Le pays est traumatisé. Ça fait peur. Mais depuis avant-hier, il y a de manger, mais nous, on ne peut pas manger. En tout cas, c'est choquant, très choquant. Sur le théâtre de l'attaque, les enquêteurs passent au peigne fin les voitures utilisées par les assaillants. Ou plutôt ce qu'il en reste, les terroristes ont pris soin de les incendier pour effacer un potentiel indice. Selon une source au sein de la gendarmerie, les djihadistes ont réservé une chambre à l'hôtel Splendide, un des hôtels attaqués, et ont donc probablement procédé à des repérages des lieux avant de passer à l'acte. La police burkinabé cherche maintenant à établir si les djihadistes ont bénéficié de complicité. L'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Les procédures concernant des dossiers terroristes se sont multipliées depuis les attaques de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher en janvier 2015. En un an, leur nombre a plus que doublé. C'est ce qu'annonçait hier le procureur de la République de Paris, François Molins. 5 militaires qui évoluaient en hors-piste ont été emportés hier par une coulée de neige à Val-Fréjus en Savoie. Le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, est attendu sur place aujourd'hui. Et puis l'écrivain Michel Tournier, l'un des grands auteurs français de la seconde moitié du XXe siècle, le prix Goncourt pour Le Roi des Aulnes en 1970, est décédé hier. Il avait 91 ans. Il s'est éteint chez lui à Choiseul. Le président chinois Xi Jinping effectue des visites d'État cette semaine en Arabie Saoudite, en Égypte, en Iran. C'est ce qu'a annoncé hier Pékin, la 2e économie mondiale, qui cherche ainsi à renforcer son poids diplomatique dans la région. Il s'agira donc de la première visite de Xi Jinping dans ces pays en tant que chef d'État. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Marie Haussmann, spécialiste de la Chine. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, la Chine dépend du Moyen-Orient pour l'essentiel de ses importations en pétrole, mais elle se garde habituellement de s'impliquer dans les tensions et les conflits qui divisent la région. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Bien, je crois d'abord
que c'est le retour de l'Iran dans le monde international avec la levée des sanctions américaines. Probablement, le président chinois est venu pour voir qu'est-ce qu'il pouvait récupérer. L'Iran a annoncé qu'il voulait augmenter sa production de 500 000 barils par jour. Il était à 2,7 millions de barils en décembre 2015. Et bien évidemment, la Chine, qui est tout le temps en manque de matières premières et d'énergie et de pétrole, vient voir ce qu'elle peut récolter. Alors, ce qu'elle peut récolter, ça c'est une chose. Est-ce que d'un autre aspect, d'un autre angle, la Chine, elle peut s'imposer comme un nouveau médiateur ? Je ne sais pas. Les Chinois n'aiment pas s'ingérer dans les affaires des pays étrangers. C'est sa politique constante. Bien sûr, elle va passer par l'Arabie Saoudite. Bien sûr, elle va essayer d'apaiser les tensions en rappelant aux deux gouvernements, l'arabe et l'Iranien, de mesurer leur antagonisme actuel, mais de là à soutenir activement l'un ou l'autre des deux pays, ça me semble improbable. Merci beaucoup Marie pour ces explications, et je rappelle également que vous avez traduit et préfacé le livre Dans l'Empire des Ténèbres de Liao Yiwu aux éditions Books. Voilà donc pour ce chapitre sur la Chine. On va à présent prendre la direction de la France avec vous, Virginie Belaïch. Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, un collectif de professeurs d'histoire-géographie de la ville de Béziers répond au maire de leur ville. Ils accusent Robert Ménard d'instrumentaliser la mémoire de Jean Moulin. Jean Moulin, c'est l'enfant du pays. Exactement. Alors, ils écrivent notamment, vous allez le découvrir, Monsieur le maire, les citoyens que nous sommes, professeurs d'histoire-géographie, font le vœu à l'orée de cette année 2016 que vous cessiez de torturer la mémoire de Jean Moulin et que vous laissiez ces mânes reposer définitivement en paix. Voilà, ça c'est ce qu'on pouvait lire dans la missive envoyée par les professeurs à la presse ce week-end. Et parmi les professeurs signataires, une quinzaine qui enseignent au lycée Jean Moulin. Vous le disiez, l'enfant du pays, il y est né en juin 1898. Alors, à l'origine de cette polémique, il y a un tweet de Robert Ménard, le maire biterrois proche du FN. C'était le 18 décembre dernier. À Béziers, nous allons restaurer l'appartement de Jean Moulin, laissé en ruine par les précédentes municipalités de droite et de gauche. Les professeurs lui reprochent d'instrumentaliser également à des fins politiques, puisqu'entre les deux tours des élections régionales, le maire a tweeté dimanche au nom de Jean Moulin, au nom de la République, nous ferons barrage à gauche. Et pour finir, la une du journal municipal de janvier 2015, vous allez la voir à l'instant, elle enfonce le clou pour les professeurs, c'en est trop. Alors, depuis la publication de la lettre de ces enseignants, la polémique, elle s'est poursuivie, elle a enflé sur les réseaux sociaux. Oui, ça ne va pas se calmer puisque Robert Ménard a publié en 2 jours 2 messages à l'attention des professeurs. Les professeurs d'histoire de gauche ont dégoûté des générations d'élèves. Ils voudraient maintenant me faire des leçons sur Jean Moulin. On rêve, je cite toujours Robert Ménard. Ceux qui parlent d'instrumentalisation de Jean Moulin sont les mêmes profs bien pensants qui manipulent à longueur de journée l'histoire. Ça, c'est pour le 2e message. Ce qu'il faut bien comprendre, Nathalie, c'est qu'il y a un problème historique, mais il y a un problème très concret. C'est que l'opposition à Béziers reproche à la municipalité d'avoir vendu la maison de Jean Moulin en optant pour un partenariat public-privé qui ne permet finalement à la municipalité que de récupérer 2 espaces sur les 5 niveaux de la maison initiale. Voilà, merci beaucoup Virginie. Alors justement, on va rester dans le domaine de l'éducation et on reste en France également avec vous. Betsabé, bonjour. Accompagner les élèves les plus modestes, c'est l'objectif du ministère de l'Éducation. Et parmi les mesures du tutorat, des visites culturelles et même un suivi individualisé. Exactement. Alors, les élèves modestes, ce sont en fait les élèves des établissements en zone prioritaire que la ministre Belkacem vise en priorité, même si elle espère aussi que seront concernés aussi les élèves des lycées professionnels. Alors, dès la rentrée 2016, l'Éducation nationale va ainsi leur offrir des parcours dits d'excellence qui proposeront aux élèves des travaux en groupe d'une dizaine avec un tuteur, des visites culturelles, des temps de renforcement de culture générale, des visites de lieux de formation, des rencontres avec des étudiants, des visites d'entreprise et des rencontres avec des personnalités. Ça donne envie presque. L'Éducation nationale qui insiste sur le volontariat. En effet, toutes ces facilités sont facultatives et des mesures dont le but est de mettre donc les élèves dans une meilleure situation d'insertion post-baccalauréat. C'est ce qu'explique la ministre. Les familles culturellement et socialement favorisées sont à l'aise avec ces filières de l'après-bac, quand beaucoup d'autres, dans les milieux ouvriers, mais aussi les classes moyennes, sont dans la confusion.
des parcours d'excellence donc pour que l'accès à l'élite ne soit plus la chasse gardée des milieux privilégiés. Il n'y avait pas eu le même type d'opération en 2008 En 2008, les cordées de la réussite qui étaient censées promouvoir l'égalité des chances des lycéens dans l'accès toujours aux études supérieures, un programme qui visait principalement les élèves boursiers. Alors même si 80 000 jeunes en ont bénéficié, eh bien le mouvement a été jugé bancal, insuffisant. D'ailleurs l'année dernière, un rapport rendu par un inspecteur d'éducation nationale alertait, il faut consacrer davantage de moyens aux plus pauvres. Alors 3 ans après son arrivée au pouvoir, le gouvernement s'est finalement penché sur les dispositifs d'égalité des chances, alors que, attention, les enfants d'ouvriers ne sont que 6% en classe préparatoire, 5% en doctorat. Il va falloir agir et convaincre aussi. Et agir vite. Merci beaucoup. Bethsabée, on va tout de suite rendre l'antenne pour un point sur l'actualité avec Éléonore Veil. Dans un instant, on revient et on parlera d'économie dans notre deuxième heure d'édition.